Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeu Blanc, votre podcast hebdomadaire. Donc Samuel, pour débriefer cette fin de Roland-Garros, débriefer même ce tournoi de Roland-Garros, et je suis accompagné cette fois de Auguste. Salut Auguste. Salut Sam, bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être là pour un nouveau podcast où Roland Garros vient de se terminer. Généralement, les quelques semaines qui suivent, on a un petit peu un blues post-Roland. Euh, et donc, on va essayer quand même d'en parler pour pas trop tomber dans la Mm. déprime. Donc, Ouais, voilà. ouais. C'est vrai qu'on a eu un Roland un peu particulier, mais on aura le temps d'en parler. Au programme de cet épisode, évidemment, le débrief des deux finales, que ce soit la finale femme et la finale homme, nos top et flop sur l'ensemble du tournoi, et s'il nous reste un petit peu de temps, je nous ai mis comme troisième partie un peu parler de tout ce qui est organisation, ambiance, les polémiques sur le public français, trop chaud, pas trop chaud, ça revient tous les ans, mais ça c'est important d'en parler, et la polémique de la deuxième semaine, finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces purées de loges et de ces stades vides? Mais pour commencer, un peu pour permettre d'avoir ton ressenti, toi, Auguste, j'aimerais bien connaître ton mot pour décrire ce tournoi et tu nous l'expliques en quelques minutes. Hmm. Ah, franchement, moi, mon mot, ça va être sympa. Moi, j'ai bien aimé ce tournoi. J'ai vu que ce soit sur les réseaux ou dans la rédac, il y a quelques personnes qui ont été un peu en demi-teinte avec ce tournoi ou mitigé. Personnellement, moi, j'ai bien aimé. Franchement, je dirais même des qualifications jusqu'à la finale homme. Franchement, j'ai bien kiffé. Bien sûr, je n'ai pas tout kiffé, bien sûr. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon tournoi. On a eu des gros matchs, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. On a eu des matchs un peu plus logiques où c'était un peu plus vite. On a eu du combat, on a eu des belles histoires des deux côtés. On a eu des surprises. On a eu deux Français en deuxième semaine. Franchement, moi, Ouais. j'ai bien aimé. Donc, un tournoi très sympa pour moi. Moi, toi, tu disais que dans la rédac, il y avait des personnes qui étaient un petit peu réticentes, je dirais, à ce tournoi, qui avaient vécu un peu ce tournoi de manière un peu surprenante. Moi, mon mot, c'est bizarre, parce que dans ce tournoi de Roland-Garros, contrairement à toi, je suis pas non plus en opposition frontale, hein, mais je sais pas vraiment sur quel pied danser. Il y a plein de trucs où je sais pas où me positionner. Pendant ce tournoi, on se dit peut-être pourquoi je dis bizarre? Parce que c'est un espèce de truc où je ne sais pas sur quel pied danser. On se dit peut-être que c'est le dernier match de Rafa, le dernier Roland de Rafa, puis finalement, on sait toujours pas si c'est le dernier de Roland de Rafa. Ensuite, on a, je dirais, on vante en qualification et à juste titre tout le public français qui était là au rendez-vous, l'ambiance. Puis après en deuxième semaine et en première semaine du tournoi, c'est un peu l'inverse. On a un Djokovic surnaturel en huitième de finale. On se dit du coup en quart, on va avoir des matchs de fou. On n'a pas eu des matchs de fou. Enfin, il y a eu tout ce truc un petit peu particulier qui m'a fait que je ne savais plus trop sur quel pied danser pendant tout ce tournoi. C'est pour ça que je dis que ce Roland Garros est bizarre, même si évidemment, c'est quand même purée de sympathique, d'avoir pu suivre ce Roland Garros, d'autant que toi et moi, Auguste, on a pu, aller sur place. Moi, pendant les qualifs, toi, tu as pu suivre, Hmm. d'autres matchs, donc c'est quand même quand on y est quand même, je sais pas, mais on pourrait parler de ça rapido, mais toi, c'est quand même un plaisir d'être sur le site, en fait. Bien On a la sûr que, chance, c'est trop bien, quoi. bien sûr qu'en étant sur place, c'est encore mieux, hein. Ouais. Moi, pardon. J'ai eu la chance d'y aller trois fois cette quinzaine. J'étais pour le premier jour des huitièmes, pour le deuxième jour d'écart où bon, j'ai que deux matchs vu que c'était Mmh. pendant le forfait de Djoko, mais j'ai eu deux super matchs entre Rebekina et Paolini, Sabalenka et Andreeva. Et j'ai été pour la demi-finale Xerez-Rude. Ouais. Et franchement, c'était très très cool. Toujours un plaisir d'être sur place. Et, euh, et oui, tu le ressens vraiment. Enfin, moi, le match qui m'a le plus marqué sur place, c'est vraiment le Xerez Rude, où quand Rude il prend le premier set,
et où franchement, il y a pas match, je me dis, ah oui, alors on va avoir un match, Rude, il va vraiment le rentrer dedans, ça va faire comme l'année dernière. Au final, non, les 7-2-3-4, Zverev, il le défonce, il y a aucun débat, il fait 2 aces par jeu avec un service gagnant et un revers de fou, c'était fini. Et donc vraiment, sur ce match-là, Zverev m'a laissé une impression très forte. Et je me suis dit que ça allait pas être simple pour Alcaraz en Mmh. finale, et ça l'a été. Même si il gagne, mais il n'a pas gagné en 3-7, quoi. Non, c'est Il a sûr. eu un coup de combat. C'est sûr. Pour finir un peu cette introduction, c'est toi, rapidement, c'est quoi ta note, du coup, pour ce tournoi? Quelle note Ah, tu moi, je donnes? mets un bon 8, hein. Ouais. Je mets un bon 8. Franchement, même si au bout, c'est des vainqueurs. Alors, chez les filles, très prévisible, mais moi, ça me dérange pas parce qu'on écrit une légende autour, donc ça me dérange pas. Et chez les hommes, même si au début c'était très ouvert, on a un vainqueur qu'on peut considérer comme logique, quand même. Mais comme tout au fil du tournoi, il y a eu plusieurs surprises, plusieurs rebondissements. Je sais pas, que ce soit avec Djokovic qui fait un tournoi hors du temps, que ce soit avec des mecs comme Rublev qui perd très tôt, ou toute l'histoire très controversée avec Zverev. Moi, franchement, c'est un Mmh, tournoi ouais. que j'ai bien Ouais. aimé. Tu as raison quand tu dis que Euh, c'était un tournoi ouvert, finalement, pas trop. C'est en quart de finale, bah, on a que des top 10 quoi. Sinner, Dimitrov, Alcaraz, Tsitsipas, Zverev, de Minaur et Djokovic, Ruud, quoi. Enfin, c'est assez ouais, il y a pas eu de grosses surprises. voilà, De Minaur peut-être, mais ouais, sinon bon, voilà. bah, je crois que au troisième tour, il y avait encore tout le top 15. Mmh, c'est possible, oui, oui, donc bon, Que ce soit enfin, et cette stat-là, elle est quand même rare, hein, parce que ouais. généralement, il y a bien moins une petite surprise. Mais hmm. donc, Non, c'est vrai. oui, moi, OK. je mets un bon 8. Ouais, moi du coup, pour continuer ce que j'ai dit, il y a quelques minutes, j'ai dit que ce tournoi était, bizarre, du coup je lui mets la note de 6 parce que c'est un plaisir de regarder Roland Garros, hein, de regarder, mais je savais plus sur quel pied danser, ça m'a un peu troublé ce tournoi, donc je mets 6. On va rentrer un peu dans le dur en parlant, bah, de la première finale qui a eu lieu, samedi entre, Iga Swiatek et Paolini, l'italienne, joueuse qui va cette top 10 affirmée depuis l'année 2024, on va dire, et qui fait sa première finale de Grand Chelem, mais qui n'a pas du tout tenu le choc comme on pouvait s'y attendre contre Iga Swiatek, qui remporte cette finale 2-7-0 assez, facilement, 6-2, 6-1. On va dire qu'il y a eu 3 les 3 premiers jeux ont été accrochés et qu'après la polonaise a un peu, bah, roulé sur cette finale, quoi. Voilà, A elle fait roulé une Swiatek. a roulé Elle sur fait une cette finale. Swiatek. Donc toi, si tu devais faire un commentaire, Auguste, sur ce tournoi Liga Asiatique qui a un peu, rappelons-le, commencé, bah, elle a failli se faire sortir quand même, n'oublions pas. Ah bah, bien sûr, son tournoi aurait pu s'arrêter au deuxième tour, où elle doit sauver une balle de match contre Osaka. Et Ouais, pour refaire un peu le film de ce deuxième tour, dans le premier set, elle doit sauver une balle de 2 sets, et au final, elle gagne au tie-break. Dans le deuxième set, elle se fait ouvrir, détruire 6-1. Et dans le troisième set, donc, elle sauve une balle de match. Enfin, non, déjà, elle sauve une balle de 5-2. Ensuite, elle sauve une balle de match à 5-3. À 5-4, il y a 5-4, 30-15 pour Osaka. Osaka, elle a un coup droit penalty vraiment pour sauver 2 autres balles de match. Elle fait baduf. Et au final, on passe de 5-3 ou 5-2, 5-2 je crois, à 7-5. Et Swiatek l'emporte vraiment que à l'expérience et au mental, hein, vraiment. Mais ouais, si on m'avait dit que le match le plus dur pour Swiatek sur ce Roland Garros sur terre battue aurait été contre Osaka, franchement, j'aurais bien ri. Parce que Osaka, on sait que sur terre, c'est pas sa surface. Même si on en avait parlé au moment de Madrid ou Rome, on disait, ah, c'est un bon top. Si Osaka commence à vraiment bien jouer sur terre, ça peut être dangereux et tout. Et là, elle a vraiment prouvé contre Swiatek en faisant son meilleur match de sa carrière sur terre. Euh,
Non, et c'était un sacré match, hein. C'était ouais, vraiment bah, je pense que c'est le match féminin du tournoi, hein, oui, je pense qu'il y a pas sans trop trop de de débat, hein, débat. honnêtement. Et je pense que franchement, même si on met les matchs messieurs avec, ce match-là se place facilement dans le top 5, pour être Oui, large, de oui, la quinzaine, oui, très oui. facilement. Euh, Peut-être avant d'enchaîner, on peut rappeler le tableau de Swiatek rapidement. Donc au euh, premier tour, c'est Léolia Jean-Jean, facile, 6-1, 6-2. Ensuite, ben, on a parlé Osaka, 7-6, 1-6, 7-5. Puis Marie Bouskova, 6-4, 6-2. Enfin, Potapova, oui, 6-0, 6-0, 10 points marqués par la Russe seulement, c'est lunaire. Vondrousova aussi, encore une bulle, 6-0, 6-2. Puis Coco Gauff, qu'elle a aussi largement dominé, 6-2, 6-4. Coco Gauff qui pleure même dans le deuxième set, début du deuxième set, je sais plus, qui lâche des larmes. oui. C'est quand même assez fou pour une joueuse Je qui crois, est jeune, mais qui a quand même gagné un grand chelem. Du coup, je crois que c'est quand elle perd le premier set, pas le où, premier, ouais, bon, ouais, où ouais. elle sent qu'elle peut rien faire Hmm. et ça craque. Mais c'est fou, ça veut dire que mentalement, elle est concasse, Swiatek. Parce que Bien sûr. bon, Swiatek a aussi pleuré il y a 2 ans dans le Masters, si je dis pas de bêtises, au Mexique, là. Mais enfin, Gauff, c'est quand même une joueuse qui a de l'expérience, malgré le fait que, malgré enfin, sa jeunesse Ouais, encore. malgré C'est tout une joueuse qui ça. a quand même qui est dans les top 5 depuis 1 an, qui a gagné un grand chelem. Enfin bon, voilà. Et pour finir, du coup, 6-2, 6-1 contre Paolini, du coup, un, comment dire, un tournoi rondement mené, un tableau rondement mené par l'ultra favorite qui a largement tenu son Bon. classement. Pour parler un peu tactique maintenant, est-ce que tu peux... qu'est-ce qui a fait que Swiatek a autant dominé cette finale et de manière un peu plus globale d'ailleurs, domine autant sur Terre? Bah, moi, je pense, c'est que déjà, elle a eu la chance de jouer ni Sabalenka ni Rybakina qui ont perdu avant. Mm, Ça aide. Et puis surtout, elle a joué enfin, à part Osaka, et on a bien vu, c'est là où elle était le plus en danger. Elle a joué personne qui l'agresse. Parce qu'en fait, on sait que pour battre cette attaque, il n'y a pas 30 000 solutions. Il faut juste jouer très long, très agressif, tendu, en faisant bien sûr le moins de fautes possible, et dicter le jeu. Enfin, ne pas subir et vraiment euh, être dans la position de la dominante et pas de la dominer. Parce que si on laisse Swiatek construire, faire le jeu, distribuer, c'est mort. Elle est trop forte avec son coup droit, elle fait ce qu'elle veut, surtout sur terre. Donc c'est mort. Faut faire le jeu, faut dominer, faut l'agresser, jouer long. C'est pour cette raison que par exemple Ostapenko la bat toujours, ou que des Rybakina est quand même très à l'aise avec elle, parce qu'elle emploie cette stratégie et ça marche. Et on l'a bien vu contre Osaka, là où la faille a tombé. C'est totalement ce qu'a fait la japonaise en jouant très tendu, très long, en voyant que des avions, surtout en coup droit, mais même avec ses revers sautés, et en servant très fort. C'est vraiment le jeu qui gêne Swiatek. Mais à part Osaka, que ce soit Jean-Jean Bouskova, Potapova, Vondrousova, Gauff ou Paolini, mm. aucune d'entre elles n'emploie ce style de jeu. Donc, en fait, on laisse Swiatek faire. Et si tu la laisses, bah, c'est mort. Avec Paolini en finale, on y a légèrement cru parce Ouais, mais qu'elle break, en fait, elle physiquement, je trouve break. Paolini, elle est trop petite. Enfin, c'est une joueuse qui joue sur sa ligne, Paolini, mais elle manque clairement de puissance, en fait. Elle prend la balle tôt. Certes, elle joue un peu comme un Schwartzmann à ses grandes heures, je trouve. Assez maligne. Elle est capable de faire des amortis, mais c'est vrai qu'elle va pas l'agresser par son service. Elle va pas lui faire mal par la puissance, en fait. Elle Bah, va la le déplacer, truc, mais c'est que déplacer Swiatek, ça sert pas à grand-chose, quoi. bah, le truc, c'est que je pense que enfin, elle, la puissance pure, c'est juste qu'elle n'avait pas à contrôler la balle de Aussi, Swiatek, oui. et ce qui fait que c'était mort pour elle. Euh, mais avec Pauline, on a un peu cru dans le premier set où elle break pour faire devant, puis après elle se prend 10 jeux de suite, la pauvre, et puis on a dit, bon bah d'accord, Ouais. ça sera pour Swiatek encore. Mhm. Mais sinon, voilà, enfin, si une joueuse n'agresse pas sa tech en jouant long, tendu, puissant, c'est mort. Il y a pas de solution. Et c'est pour si vous regardez encore tous les matchs de sa tech, ce qui est bien avec elle, c'est que ça vous prend pas très longtemps, vu la durée des matchs. Vous pouvez voir que à part Osaka, personne ne l'a fait. Enfin, ou plutôt, personne n'a pu le faire.
parce Ouais. que Swiatek prenait l'ascendant direct. Donc c'est juste Ouais, pour cette dire raison et que tu raison elle mise. d'insister sur le fait qu'elle prenait enfin l'ascendant direct et c'est ce que je tu raison quand tu dis qu'il faut l'agresser, il faut jouer long, mais il faut aussi avoir un bon service. Là, on l'a vu Paolini, c'est, 39 de points remportés derrière sa première, 46 derrière sa seconde, enfin, c'est une sacrée retourneuse, encore plus sur terre battue et si tu l'agresses pas dès la première balle que tu mets en jeu, en fait, c'est dur de remonter la pente. C'est pour ça qu'elle a des difficultés contre des Osaka, des Rybakina, même des Sabalenka parfois, ou des Ostapenko encore plus. C'est que elles ont tous ce point commun d'être quand même des grosses serveuses en plus d'être des cogneuses. Donc, ouais, Juste une déclaration de Vondrousova ouais, euh, où elle disait que contre Swiatek, elle te fera rien, il y a rien à faire, elle est juste trop forte. Et voir la sixième joueuse mondiale, c'est-à-dire, on parle pas d'une Jean-Jean, ouais. avec tout le respect que j'ai Ouais, pour oui, non, elle, mais oui. qui est au-delà de la centième place. On parle d'une top 10 de Vondrousova qui a gagné Wimbledon, sixième mondiale qui se prend 0 et 2, et Qui qui a fait une dit, finale à Roland-Garros en plus. en C'est plus, ça, il y a je sais pas oui, combien de c'est temps. ça, c'est finale. Ouais, Ouais, elle perd contre Barty, il me semble. ouais. Bon, bref, c'est pas le sujet. Euh, où elle dit contre cette attaque, il n'y a rien à faire, elle ne fera rien, il y a rien à faire, elle est juste trop forte. Qu'une sixième mondiale dise ça, c'est fou. Enfin, je Ouais. pense que ça montre vraiment euh, pourquoi cette attaque domine et la classe d'écart qu'il y a entre elle et le reste du circuit. Donc, Swiatek a remporté son 4e Roland-Garros. Elle rejoint Justine Henin et devance Serena Williams au nombre de Roland-Garros remportés. Serena en a 3, tout comme Monica Seles, tout comme Arantxa Sanchez. Et du coup, elle a 4 grands chelems, tout comme Justine Henin, je le dis. Chris Enfin, Evert en a à 4 quel Roland, Roland et 5 pardon, elle grands a 5 chelems. grands chelems, oui, voilà, 4 Roland. Chris Evert en a 7, Steffi Graf en a 6, Margaret Courant en a 5. Ouais, jusqu'où il y a Swiatek? Franchement, si elle continue comme ça, elle peut aller chercher les 10, hein, parce que bon. Ouais, bah, c'est possible, Elle ouais. a on rappelle, elle a eu 23 ans il y a 10 jours. Mmh. Donc, si tout va bien, sauf grosse blessure, on va dire, il lui reste quoi, 12, 15 ans de carrière. Si mentalement ça suit, quoi, Voilà, aussi. bien Si elle sûr. a envie de jouer, quoi. On va dire, si elle s'arrête à 35 ans, qui est un peu l'âge médian, Mmh. il lui reste 12 relents à jouer, sauf blessure, bien sûr. Sur les 12, il faudra qu'elle en prenne la moitié pour être à 10. Franchement, vu ce qu'elle monte, vu l'avance qu'elle semble avoir sur ta battue, voilà. Enfin, Ouais, ça c'est me semble totalement possible parce que on l'a pas dit, mais on rappelle que Satek, elle nous sort quand même le triplé Madrid, Rome, Roland. Je sais pas si on se rend compte. mmh, Enfin, cette saison sur Terre, sa seule défaite, c'est contre Rybakina en demi de Stuttgart. Mais c'est sa seule défaite sur Terre cette saison. ouais, C'est aberrant. ouais, donc grande favorite pour les Jeux olympiques, hein, du coup, Swiatek. Ah bah, A fortiori, je pense que la Pologne va repartir avec une médaille et enfin au moins si une. pas en or, c'est une Et, surprise, quoi. ça. Et si elle s'inscrit en double mixte avec Urkac, ça peut le faire aussi, hein, parce que Urkac, il est pas si maladroit que ça sur terre, hein. Oui, Donc, c'est attention. vrai. Non, mais tu raison aussi de dire que sur terre battue, je vois pas de spécialistes sur le circuit féminin, enfin, je vois pas de vrais spécialistes de terre battue sur le circuit féminin de la trempe top d'une top 10 mondiale, quoi. Enfin, une vraie de vraie, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. bien sûr, bien sûr. Ah, C'est à part en Ziatek, soi, quoi. Mais sinon, En soi, voilà, si on prend le top Sakari, enfin, 10 je sais même pas. maintenant, Jabber, elle est pas maladroite, elle est plutôt bonne sur terre, Ouais. mais enfin, pour moi, elle n'a pas le jeu pour déranger Swiatek. Mm. Sakari, elle s'en sort bien, mais mentalement, jamais ça passe. Kim Wenzheng, j'en attendais beaucoup au final, c'est un peu middle. Bon, après, Ouais, bizarre son elle a que match hein, 21 contre ans. Enfin, j'avais oublié son nom. Aveniazan, c'est À, ça comme Keper? à Vanessa. Avanessian, tout à fait, ouais. Et, mais bon, elle a que 21 ans, peut-être, elle a encore le temps de mûrir et d'affiner son jeu.
Paulini et Vondrousova, on a vu ce que ça a donné. Pegula, bon, qui était forfait sur ce Roland, c'est pas une spécialiste de terre, elle préfère largement le dur. Rybakina, Sabalenka, on sait que sur un match, tout peut se passer, c'est vraisemblablement les deux qui peuvent aller chercher Swiatek sur terre. Et Gauff, qui du coup, là, avec sa demi, est passé numéro Tout 2 à fait, mondial. 2 mondiales. Bon, elle a que 200 points d'avance hein, sur Sabalenka, c'est rien du tout. Ouais, Mais elle est quand même numéro 2 mondial. Et on l'a vu, là, du coup, elle est en 11-1 contre Swiatek. Et elles se sont jouées 3 fois à Roland, 3 fois à Sprinto, le Goffin. Donc, ouais, ça me paraît compliqué. Donc là, oui, enfin, on verra l'année prochaine. En un an, il peut se passer plein de choses, bien sûr que ce soit une jeune joueuse qui monte ou une joueuse plus forte. Je sais pas si une Rybakina se met dans une dynamique asiatique justement et arrive à Roland forte, ça peut le faire. Mais, euh, mais oui, là sur le papier surtout à chaud, on voit pas qui peut gêner Fiatek sur terre. ouais, non, tu raison. On va, clôturer un peu cette petite analyse de la finale et du potentiel de la domination de Swiatek, par parler un peu de Paolini qui est passé numéro 7 mondial, pendant que Gauff est monté à la 2e place, l'Italienne est la nouvelle numéro 7 mondiale. C'est quand même une sacrée surprise, hein, que Bien sûr. Paolini se glisse jusqu'en finale de double et de simple, d'ailleurs, Ouais. en Bon, double avec Sarah Errani. elle perd les deux, malheureusement. Ah, pas les deux. Bon, voilà. Tu as pensé quoi du tournoi de... Enfin, tu penses que tu t'y attendais pas? On a fait ensemble les pronostics, on mettait pas trop Paolini jusque-là. Mais t'en as pensé quoi de son tournoi? Paolini, pour moi, je la mettais jusqu'en quart ou au huitième. Je ne sais plus, mais dans cette partie de Ouais, ouais. tableau, je voyais largement Rybakina passer, évidemment. Et au final, en plus, j'ai vu le match de mes propres yeux, le Paolini contre Rybakina. Bon, ça aurait pu tourner d'un côté ou de l'autre, mais ce qui est très fort, c'est que Paolini, elle a joué sans pression, très relâchée. Et contre Rybakina, elle a pu installer un jeu vraiment puissant, tendu, et surtout sans peur. Et, et c'est fou de se dire qu'à 28 ans, elle fait la meilleure saison de sa carrière. Elle gagne le WTA 1000 à Dubaï, elle fait finale en Grand Chelem, elle craque le top 10. Alors, je sais pas si c'est parce que l'Italie, elle vend en poupe en ce moment dans le tennis et que du coup, elle se sent pousser des ailes, mais oui, c'est très impressionnant. Sa première moitié de saison c'est la meilleure de sa carrière, ça y est, à n'en pas douter. À voir si maintenant on va pouvoir poursuivre ça jusqu'à la fin et faire une vraie saison pleine en tant que top 10. Voir déjà si elle va pouvoir rester dans le top 10 parce que au final, elle a 500 points d'avance sur la 11e, qui est Daniel Collins, et celles qui suivent hors du top 10, que ce soit Collins, Keys, Ostapenko, Kazatkina. On sait qu'à tout moment, ça peut bien gazer et remonter. Bah, sur Euh, herbe en plus, bon, ouais. enfin, voilà. Et même sur dur, hein, avec Collins, c'est... Moi, je dis ça, mais je sais même pas le résultat de Collins ou de Keys sur herbe d'ailleurs, si c'est très bon. Mais n'empêche que oui, elles peuvent gazer, quoi. Ouais, donc, franchement, très impressionné. Une septième place qui est méritée au vu de sa première moitié de saison. D'ailleurs, je vais aller voir le classement à la race, mais elle est cinquième à la race. Euh, et s'y mettre. Enfin, elle fait une première partie de saison incroyable. Alors, juste une petite coupure, parce que je vois un truc vraiment qui me scotche. Là, en regardant la race, je vois que Iga Swiatek est d'ores et déjà qualifié pour le Masters à la fin de l'année. Elle a déjà des points. On est Ah en ouais, juin. t'as raison. D'après, Elle en c'est juin. d'après quoi? D'après Tennis Live, t'es sur Euh, Tennis Live là? ah oui, c'est ça. Ouais. Sur le site de T'as classement raison, c'est live, fou ça, putain. elle est déjà qualifiée pour le Masters. Ok. Bon, en même temps, avec un grand chelem et 4 WTA 1000 en poche en juin, c'est compréhensible, mais bon, c'est toujours assez choquant. Ouais. Passons maintenant à la deuxième finale deuxième finale de ce Roland-Garros, enfin deuxième finale en simple valide de ce Roland-Garros. Le Zverev.
Le Zverev, Alcaraz, un match qui a duré plus de 4 heures, un vrai match de Grand Chelem, dans le sens où bah, ouais, on a bien vu que les 5 sets ont eu, enfin ouais, le format en 3 sets, enfin en 5 sets a eu un énorme rôle à jouer. Et la première question que j'ai écrite sur le conducteur, c'est est-ce qu'on peut vraiment analyser cette finale? Est-ce que c'est compréhensible ce qui s'est passé hier, tant il y a eu de rebondissements, tant mentalement les deux joueurs ils n'ont pas arrêté de faire les montagnes russes. Toi, enfin, comment tu vois ça, Auguste? Mmh. Bah, c'est vrai que on peut penser que les 2 ont jamais joué à leur meilleur niveau en même temps. Ce qui est vrai, enfin sur la grande majorité de la finale, c'est vrai, même si on a eu, quelques gros points. Mmh, tout à fait. Moi, en fait, quand je vois cette finale, je me dis que en fait tout dépend, d'Alcaraz. C'est-à-dire, en il a pas réussi à jouer à son meilleur niveau pendant 3 sets pleins. Il a Mmh, fait les montagnes russes à l'inverse de Zverev qui a été plutôt stable dans son niveau de jeu, je trouve. Même si à la fin, ça flanche un peu dans le cinquième set. Mais je trouve que dès que Alcaraz jouait à son meilleur niveau, quand il accélérait et quand on retrouvait le Alcaraz vraiment de l'année, enfin de la première partie de la saison de l'année dernière, entre février et Wimbledon, quoi. Il y avait pas match. Zverev, il était à 3 mètres sur toutes les balles. Alcaraz, il faisait chier parce que, bah, entre une balle ultra liftée, une balle tendue, une amortie, un slice, Zverev, il était paumé, il savait plus quoi faire. Mais il y a eu trop de moments où Alcaraz est redevenu un peu la version qu'on aime pas trop de lui, où il l'attend, où il réfléchit plus trop, où il frappe juste fort, ou alors il se contente de remettre. Et à ce jeu-là, bah, Zverev est quand même très bon. Et c'est pour ça que le set 2 et 3, Zverev le prend, à cause de ses montagnes russes. Mais on l'a bien vu sur la fin de match. Dès que Alcaraz revient à son meilleur niveau, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire et Alcaraz prend. Et je pense aussi que mentalement, à la fin, Alcaraz était plus préparé. C'est fou, alors qu'il a que 21 ans, c'est fou oui, oui. de dire ça, bien sûr. Mais il était plus préparé, peut-être plus d'expérience, avec ses déjà 2 grands chelems en poche à ce moment-là, où on l'a bien vu à la fin, Alcaraz avait quand même raté beaucoup de volets simples. Il y a beaucoup d'occasions de break ou de débreak qu'il ne fait pas. Il y a des coups droits qui sont envoyés dans les tribunes ou à 3 mètres des lignes, alors que Alcaraz a sorti des coups surtout en défense, mais d'un autre monde encore. Et je pense que ça s'est vraiment joué que autour d'Alcaraz. Et pour moi, la seule chance qu'avec Zverev de prendre ce match, c'est si Alcaraz faisait un set supplémentaire à bas niveau. Mais sinon, Ouais, il n'y a pas d'autre issue, quoi. ouais. Donc on va rentrer un peu plus dans cette finale en parlant du premier set. Premier set, bah, d'abord, je vais rappeler le score de ce match. 6-3 Alcaraz dans le premier, 6-2 Zverev dans le second, 7-5 pour l'Allemand dans le troisième. Puis Alcaraz remporte le 7-4 et 5, 6-1, 6-2. Donc on va commencer par ce premier set, 6-3, 6-3 remporté par Carlos Alcaraz. Je pense que ce premier set est remporté, tu l'as dit, d'abord parce que Alcaraz, je pense, est mieux préparé mentalement pour disputer et pour remporter des finales de Grand Chelem. L'illustration toute simple, c'est les deux premiers. Enfin, le match commence par une double faute d'Alexander Zverev. À part Euh, je- deux, par Deux même, deux tu as doubles raison, fautes. deux doubles Deux fautes, doubles c'est fautes. deux doubles fautes d'Alexander Zverev. Break du coup de Alcaraz, même s'il se fait débreaker ensuite. Euh, Tout ça pour dire que je pense vraiment que il savait où il mettait les pieds en fait. Carlos Alcaraz, je pense qu'il commence à avoir une certaine maîtrise de ces événements, de ces matchs en 5-7, et même si Carlos Alcaraz est en effet, comme tu l'as dit, celui qui a fait la pluie et le beau temps en fait dans ce match en faisant beaucoup plus de coups gagnants, mais aussi beaucoup plus de fautes directes que, que Zverev. Je pense que mentalement d'abord, quand il est rentré sur le terrain, Carlos Alcaraz, il savait où mettait les pieds et il savait
qu'il pouvait assez facilement, qu'il pouvait gagner, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Toi, comment tu analyses ce premier set? Bah, le premier set, pour moi, il est vraiment à sens unique, hein. Mmh. Ah, je trouve qu'il ressemble beaucoup au premier set du Xerez Rude, où Xerez se fait ouvrir en deux, il y a rien à dire. Mais c'est un peu souvent dans ce tournoi, il me semble, où Xerez commence généralement mal ses matchs et il se reprend après. Ouais, je vois quand même que sur ces 7 matchs, du coup, il y a 4 où il perd le premier set. Et après, il finit par mieux s'en sortir et mieux rebondir derrière. Mais oui, là, sur ce premier set, Alcaraz était vraiment à un très bon niveau. Il accélérait bien, il faisait check ses balles bombées. Ouais, sur le coup droit Enfin, surtout encore. Au ouais, début, ça a voilà. beaucoup marché, ça les espèces de gros lifts sur le coup droit de Zverev, un peu moins je trouve, au fur et à mesure du match. Zverev s'est réglé, mais c'est vrai que ce coup-là a beaucoup fait mal à Zverev en début de match. Ouais. Et franchement, sur le premier set, c'est un peu à sens unique et je trouve qu'il y a pas grand-chose à dire. Enfin, juste, Alcaraz était vraiment meilleur que Zverev, point. Que ce Point. soit avec un meilleur pourcentage, enfin, comment dire, meilleure utilisation de son service. Euh, et juste en faisant moins de fautes, en agressant plus et en étant vraiment le Ouais, ouais, joueur c'est vrai. qu'il peut être à son meilleur niveau, quoi. Pour être précis, dans ce premier set, c'est 8 coups gagnants pour Alcaraz pour 10 fautes directes et pour Zverev, c'est 3 seulement coups gagnants pour, 10 fautes directes, dont un pourcentage au premier service de 48 de points remportés derrière son premier service. On passe donc au premier set et comme tu l'as dit, on pensait que ça allait être à sens unique. Malheureusement, Zverev commence à extrêmement bien servir, vraiment extrêmement bien, à Ah ouais. vraiment faire embêter, je dirais, Carlos Alcaraz sur côté avantage à servir le revers d'Alcaraz. Il a souffert quand même Alcaraz, même, enfin, il souffre quand même souvent sur sa défense côté revers. Alcaraz, et là, il l'a matraqué Zverev avec ce service-là. 83% de première balle réussie et 80% de points gagnés. 80% de points gagnés derrière son premier service. Du coup, zéro break pour Alcaraz dans ce deuxième set. Zverev break 2 fois. Euh, Comment tu l'as ressenti, toi, ce match? Et aussi, grosse baisse de régime de Carlos Alcaraz qui fait Ah, quand même bien sûr. 14 fautes directes. Moi, c'est vraiment mon premier point, c'est que dans le set 2 et 3, Alcaraz, il n'y est plus. Euh, je pense que le plus flagrant, c'est dans le troisième set où Alcaraz mène 5-2, il perd 7-5. Mm. Ça, à son niveau, on le voit très rarement. Euh, donc, enfin, comment dire, à ce moment-là, ça a vraiment pu être le tournant du match, vraiment. Bon, au final, ça l'a pas été, mais quand même. Sur les deux scènes 2 et 3, franchement, j'ai trouvé que Aka jouait totalement à l'envers, dans le sens où il était beaucoup plus loin de sa ligne. On sait qu'à ce jeu-là, Zverev est très très fort. Euh, il jouait beaucoup trop sur le revers de Xerez, qui on sait est son point fort. Non pas que son coup droit soit nul, hein, mais il est moins bon au coup droit qu'en revers. Donc j'ai pas compris pourquoi il a pas plus orienté le jeu sur son coup droit. Et surtout, Xerez, il s'est quasi 2 mètres. Il y a eu presque aucun slice, enfin, aucun chop sur son euh, au fond de cours. À la limite, là, que ce soit coup droit ou revers, c'est pas très embêtant parce que ça aurait forcé la grande tige qui exerce à se baisser, à fléchir beaucoup. Et on sait que pour les grands, c'est jamais très agréable. Et je trouve que là, c'est tactiquement Alcaraz qui a juste donné les clés à Xerez pour se faire battre. Et ça a marché parce qu'il menait 2-7-1. Et on voit que dans la construction de points, Xavier sert très très bien. Il sort des premières balles à 220 et des secondes à quasi 200. Et surtout, il a le temps de s'installer et de rentrer dans le cours petit à petit et avoir des volets faciles. Parce qu'on Ouais, sait qu'un volet, il est pas très bon, mais quand il y a une volée simple, bon, quand même, un minimum. c'est quand même un top 5 mondial, il sait jouer une volée. Euh,
Ah, dans le Et deuxième donc set, tu as raison, sur 10 montées réalisées, 9 sont remportées par Zverev. voilà, parce que c'est 9 volées simples. Hem et donc je trouve que dans le set 2 et 3, c'est plus Alcaraz qui joue tactiquement complètement à l'envers plutôt que Zverev, en fait, Zverev en profite bien. Donc ça, Oui, il y a du crédit à lui mettre, dessus quand même. Il voit que Alcaraz n'est plus vraiment dedans, il en profite, il prend. Donc ça, bien sûr, en tant que joueur, il fallait, qu'il le fasse. Hem, mais on va transitionner vers ça, je pense. Dans le set, 4 et 5, bon, la tendance est bien inversée. ouais, tout à fait et pour, rapidement, finir sur ce set 2 et 3, même si, ouais, pour rapidement finir, je trouve aussi que Zverev est rentré dans sa finale, comme tu l'as dit, et a mis beaucoup plus de volume dans ses frappes et a joué très, très bombé, surtout en coup droit sur plusieurs points, des points très physiques et physiquement, je me demande si dans ce combat physique, Zverev n'était pas quand même au-dessus dans ce jeu, 2 et 3 où tu as des gros rallyes, avec des balles très bombées, très terriennes en fait. C'est un style de jeu très terrien et j'ai trouvé Zverev plus à son aise dans ce type de rallye-là. C'est peut-être là-dessus qu'il aurait dû emmener le match, même s'il n'avait pas toutes les clés en main pour, heu, pour dominer, Alcaraz. Du coup, le 7-3, c'est à peu près pareil, Zverev a donc on arrive à 5-2, service pour Alcaraz qui se fait directement débreaker et Zverev va gagner du coup les 5 jeux suivants. On voit une nette baisse de régime de Carlos Alcaraz et je trouve que dans le combat physique, c'est ce que je disais là tout à l'heure, le combat physique à ce moment-là a largement été remporté par Alexander Zverev dans le sens où sur les longs rallyes, j'ai trouvé, j'ai pas vraiment les stats, mais à vue d'œil, Zverev mieux et beaucoup de fautes aussi de placement, d'inattention d'Alcaraz un peu moins bon sur les appuis et qui lui a donné surtout, enfin qui a causé à l'Espagnol beaucoup de fautes directes en coup droit. Du coup là on se retrouve à 2-1 pour Alexander Zverev qui n'est plus qu'à 1-7 de la victoire comme il l'a été contre Dominic Thiem finalement à l'US Open, j'ai oublié quelle année, mais à l'US Open, en 2020. finale 2020, à l'US Open 2020. Et on se dit, il va pas le faire le bougre. Et moi, avant de te donner la parole, la chose qui m'a marqué, je pense vraiment, et c'est là que se joue aussi pour moi le quatrième et cinquième set, mentalement, Zverev est hyper friable. Parce que le premier point du quatrième set, donc Zverev mène 2-7-1. Le premier point du quatrième set, Zverev fait une faute et directement il s'énerve en regardant, enfin il s'énerve, il râle en regardant son clan. Je pense que ça montre là une nervosité mais énorme de la part de l'Allemand qui n'a ensuite pas arrêté de se plaindre de l'arbitre, enfin de l'arbitrage, qui a contesté des traces, qui a même reproché à Alcaraz à un moment de Mmh. s'arrêter de jouer. Je pense que mentalement, il était mais hyper stressé, hyper friable, Alexander Zverev. Vraiment et Alcaraz, comme tu vas sûrement le dire, a proposé un tennis de meilleure qualité, mais mentalement, Zverev a raté, mais littéralement sa fin de match. Qu'est-ce que tu en Ah penses bah, toi, bien sûr. Auguste? Ah bah, bien sûr. Moi, franchement, le fait qu'à chaque, balle sur la ligne, il se plaigne à l'arbitre, ça m'a vraiment saoulé. À un moment, tu le sais que et tu le vois que la balle est sur la ligne, joue et passe à autre chose. C'est Mmh. vraiment le Oui. but du du tennis, quoi. Hem et oui, enfin, franchement, dans les sets, 4 et 5, Zverev s'écroule un peu. Que ce enfin, surtout au niveau mental, enfin, en fait, Mental et physique sûrement, mais mental la vraiment, je trouve. la la peur de gagner, quoi. Mmh. Surtout, après le tournoi qu'il fait et contre, la jeune, pépite du moment. Il perd un match et aussi, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, Alcaraz lui a beaucoup moins donné dans les sets, 4 et 5. Il est revenu à son meilleur niveau. Il me semble que dans le 4e set, Alcaraz mène, 4-0, avec balle de 5-0, mais au final, ça fait 4-1. C'est pas pour rien. C'est que Alcaraz remet à être très agressif, plus proche de sa ligne, à frapper plus fort, à jouer, enfin, à bien plus, varier les coups. Même s'il faudra attendre que le 5e set pour le voir, agresser sur le coup droit de Zverev. Mais bon, ça l'a fait aussi dans le 4e set. Même si à la fin, on a eu peur parce que,
il a eu une intervention, 2 fois des même, 3 fois, 2 kinés, hein, fois? Ou plusieurs fois, ouais. on s'est dit: «Ah, Alcaraz blessé pour la fin de match, est-ce que ça va le faire?» Au final, oui. C'était pas une blessure si grave, apparemment. Non, Heu, apparemment, ouais. Non, tu as mmh, raison, il a mieux joué, il a mieux fait tourner en bourrique, Zverev, en quelque sorte, même si les mmh, gros rallyes, enfin le gros rallye un peu du match, vous savez, où Alcaraz fait, 3 lobes, pas super bien touchés d'ailleurs, où Zverev met beaucoup de temps à conclure. Enfin, même si ce point est remporté par, Zverev, on voit quand même que Alcaraz, domine mentalement et dans le fait qu'il c'est lui un peu le patron du terrain parce que Zverev, il galère vraiment, il ose pas finir, claquer, les matchs et et ouais, ouais, il l'emporte ah oui, assez c'est facilement en sûr. fait. Il l'emporte assez facilement, dans enfin assez facilement, ouais, assez facilement dans le set, 4 et 5 et mentalement aussi, c'est que, par exemple, au deuxième set, il y a au cinquième set, pardon, Zverev a 5 balles de break, il en fait aucune. Il en fait aucune. Oui. Oui, vraiment, vraiment. Oui, bah, Et parce c'est qu'il va bien il va vu. pas chercher en fait le point, il va pas le chercher le point, il se contente d'être passif et là Alcaraz il le punit. Ah bah, bien sûr. Bah, à te parler, il y a ce point de fou où Zverev fait, 4 ou 5 matchs et Alcaraz, il reprend tout. C'est franchement, à ce moment-là, je me suis dit: «Oh là là, c'est Alcaraz, qui va le faire et le stade va Ouais, moi aussi je crois va que être en c'est feu» et au final, non. Zverev finit par, conclure, mais ne claquer aucun match et pourtant, on a eu des faciles, hein. Enfin, oui, il y en a eu des très faciles et qu'il ose pas et qu'il ait peur et qu'il l'assure à ce point-là, ce niveau-là, ça m'a vraiment, surpris. Mais oui, il y a trop d'occasions, ratées, il y a trop de balles de break ou de des breaks qu'il ne fait pas et qui gâche un peu et à ce niveau-là et contre un joueur comme Alcaraz, bah, ça se paye cash, quoi mmh, et ça paye cash. Il est reparti avec le plateau et pas avec le trophée. Voilà. tout à fait. 9 balles de 9 possibilités de breaker pour Zverev entre la manche 4 et 5, un seul break dans la manche 4 du coup. Dans la manche 4 et du coup, Carlos Alcaraz qui soulève son 3e, grand chelem, 3 sur 3 surfaces différentes quand même à Bien sûr, 21 ans, un joueur, parce qu'elle est plus jeune. multifonction finalement. Mmh. Joueur multifonction, un par an, ça fait 3 ans qu'il gagne un grand chelem en fait. Il est assez, loupé et je pense qu'on peut pas aussi parler de ce match et parler de Zverev sans évoquer rapidement, sans, trop s'étaler là-dessus, mais de ce qui s'est passé, juridiquement. Comme vous le savez, il y a 2 ex-compagnes de Zverev qui ont porté plainte pour violence, physique. Enfin, moi, la première n'a pas porté plainte, mais, a dit que Zverev était violent. La deuxième a porté plainte. Il y a eu ce procès qui s'est joué, pendant Roland-Garros. Grâce à un accord à l'amiable entre Zverev et son ex-compagne, le procès s'est arrêté. C'est Ouais, arrêté, il y aura pas de procès finalement il y et aura pas de suite. ça a sûrement aussi joué, ça a sûrement dû lui consommer un peu, même si il dit qu'il est innocent, il dit qu'il a toujours su que ça allait, enfin bon voilà, la défense habituelle, mais ça a forcément dû aussi jouer sur les influx nerveux. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais Mmh. c'est évident. Ouais, bah, je sais pas si ça joue parce qu'il sort quand même enfin, Xav sort un gros tournoi et il va jusqu'en Mmh, finale et donc c'est vrai. je sais pas si ça a joué. Oui, c'est vrai. Heu, mais oui, il y avait Cette dimension aussi. oui, cet aspect-là, cette histoire-là qui se règle à l'amiable, finalement, mais comme l'ont précisé tous les journalistes qui étaient sur place et qui ont suivi l'affaire, dans aucun cas, ça ne veut dire que Zverev est innocent. Non, mais dans aucun cas, ça veut dire qu'il n'est coupable aussi. On reste dans le Oui, flou, oui, oui, total. voilà, c'est ça, hein. Hem mais bon, juridiquement parlant, il n'a plus, d'affaires. Ça a été classé, c'est pas sans suite, mais C'était heu, classé, je pense, voilà, bah, elle a enfin, retiré sa plainte, je peux pas comment faudrait peut-être qu'on regarde un bah, peu plus, mais grosso ça modo, c'était réglé à l'amiable où, voilà. Zverev doit 200 000 €. Donc Mmh, je crois qu'il y en a 150 000 qui vont, à la cour et 50 000, à, à l'État, il me semble, à l'État allemand. mmh, Mais rien pour l'accusatrice. Parce mmh, qu'on ne peut pas parler de victime vu que le jugement n'a n'a oui. n'a pas été rendu.
enfin, n'a pas été rendu en donnant Xerès coupable. Euh, donc, rien en dédommagement. Après, est-ce que ça a joué sur son tennis? Je ne pense pas. OK, Mais, mais en tout cas, je pense que c'est une affaire qui va lui coller à la peau tout au long de sa carrière tant que c'est pas clarifié et qu'on n'a pas vraiment un verdict sûr. ouais. Et, et comment dire? Et oui, et je pense que c'est pas avec ça qu'il va avoir plus de fans ou plus d'amis sur le circuit. Enfin, ça n'arrange rien à son image. Et au final, bon, bah, il n'a rien eu. Ouais, Enfin, enfin, il n'a pas eu une victoire claire et nette en justice et pas ni de une défaite victoire claire et nette. finale Ouais, oui, en oui. finale. Ouais. Donc Alcaraz, 3e, grand chelem, je l'ai rapidement dit. Tournoi bizarre quand même de Carlos Alcaraz. Montagne russe contre Sinner, montagne russe contre Zverev, même si son début de tournoi a plutôt été bien géré. Je vais rapidement vous rappeler, contre qui a joué, contre qui a joué, Carlos Alcaraz. Attendez que je retrouve tout ça. Il a joué contre qui l'ami? Tac, 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 Carlos Alcaraz. Il a joué contre qui au premier tour, tu t'en souviens, Il a joué Gigi Wolf, Gigi Wolf au où il le premier. défonce. Après, il y a Jexper de Jong en Ouais. deuxième tour. Ah, dur par Troisième contre, tour les contre 2 premiers sets surtout, ouais. ouais. J'avais oublié ça. Après, Corda au troisième tour, Fast. Félix en Mmh. huitième, Tsitsipas en quart, Sinner Ouais. en demi et Zverev en finale. Donc c'est quand même un Ouais. gros tournoi en Un ski. gros tournoi, oui, oui. Il se paye comme Tsitsipas, Sinner, Zverev à la suite, faut le faire. Faut le faire. Ouais. Là, toi, tu l'as trouvé. Est-ce que tu as trouvé que Alcaraz a joué son meilleur tennis pour remporter ce grand chelem, ou que finalement il appartient maintenant à la cour des grands, à la cour des grands vainqueurs, des grands tennisman, dans le sens où il peut gagner maintenant un grand chelem en ne proposant pas forcément son meilleur niveau? Ah bah, moi je suis plus de l'avis de la deuxième option parce Mm. que pour moi, Alcaraz il est monté en puissance. Sur la première semaine, il l'a pas du tout joué à fond. Courtois, je pense qu'il était vraiment à 40%, en protégeant au maximum son bras, blessé. Contre Jesper de Jong, il lâche même un set, et il a un peu à l'expérience et au talent, on va dire. Contre Corda, là, c'est le premier match référence où il joue à un bon niveau, plein, complet. Et après, Félix et de Félix jusqu'à Xeref, il monte en puissance, mais on l'a vu sur ces deux derniers matchs, contre Sinner et Xeref, c'est encore très inconstant. Enfin, on est encore très loin enfin, d'un tournoi plein comme a pu le faire Nadal pendant 15 ans, où du premier tour à la finale, il laisse aucun espoir. Là, on est quand même dans des situations où Sinner et Xerez ont eu l'espoir, en menant 2-1. Mm. Donc non, là, je pense que son niveau moyen sur toute la quinzaine était à 65-70%, il n'était pas à 100% sur tout le tournoi. Mais ce qui est bien, c'est que c'est là où on voit les grands joueurs, comme tu l'as dit. On voit pas un grand joueur à son pic, on voit à son niveau moyen. Et si son niveau moyen, c'est gagner un grand chelem, même dans la douleur, et bah, c'est fou. Et Ouais. moi, je pense que Alcaraz, vu, vu son palmarès à 21 ans et la précocité de ses records, il est déjà à la table des très très grands. Alors, il n'est pas encore à la table des Nadal, Djokovic et Federer, bien sûr, il est encore loin. Mais même si plus le temps passe, plus il y a le potentiel pour s'en rapprocher. Mais il est déjà à la table d'un sac d'un top 50 peut-être de légende. Parce que à 21 ans, avoir déjà trois grands chelems sur trois surfaces, c'est le plus jeune. Ensuite, Le jeune numéro un il y a peut-être mondial, déjà. plus jeune numéro 1 mondial. Et moi, il y a deux stats qui me foudroient. C'est vraiment premier joueur depuis Rod Laver en 62 à gagner Roland Garros en gagnant demi-finale plus finale en 5-7. Mm. Le mec a 21 ans.
Et si Alcaraz gagne l'Open d'Australie 2025 ou 2026 ou 2027, il serait le plus jeune joueur de l'histoire à faire le Grand Chelem en carrière. Ouais. Il a encore trois chances pour gagner l'Open d'Australie. Et je trouve ça fou. Enfin, il y a une forte chance quand même. Bon, même si en Australie, pour l'instant, c'est pas son Grand Chelem préféré. Mais bon, avec les années qui vont passer à un moment, il va sûrement être un grand favori dans ce tournoi-là à un moment. Mais il y a de grandes chances pour que Alcaraz batte ce record de précocité là encore. Mmh. Et Ouais. c'est fou. Ouais, non, c'est vrai que c'est Non, fou. fou, avec, 3 grands chelems, il égalise, Stanislas Wawrinka, Andy Murray, Gustavo Kuerten, Arthur Ashe, Yann Mm. Kodès et donc il se Et, rapproche de et- plus en et plus des j'ai tweeté un truc aussi hier pour montrer aussi dans la précocité. C'est que Alcaraz, à 21 ans, a remporté plus de grands chelems que Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Rublev, Ruud, Dimitrov et Thiem en cumulé. oui, Donc, bah, après il y en a beaucoup qui en ont pas remporté du tout dans ta bien liste, sûr, mais oui, non, je vois ce que tu veux dire. bien sûr, mais c'est quand même plusieurs joueurs. Donc, bien sûr, il y a Medvedev qui en a un, un team qui en a un. Mais il Mmh. y a quand même, là-dedans, il y a quand même plusieurs joueurs de la next gen qu'on attendait vainqueurs de Grand Chelem qui s'approchent doucement de la trentaine. Et Dimitrov qui est plus vieux, enfin, qui a 32 Oui, ans. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs là-dedans qui rapprochent de la trentaine, next gen, qu'on attendait. Donc là, on pense surtout à Xerxes et ce qui se passe, hein, qu'on attendait en vainqueur de Grand Chelem qui n'ont toujours pas. Ruud, qui a quand même fait trois finales, même s'il perd pas contre n'importe qui, Ruud, il perd contre Nadal, Djokovic et Alcaraz, mais Ruud qui a fait trois finales, qui a laissé passer à trois occasions. Euh, et on se dit, il y a un petit genou de 21 ans qui est là et qui balaye toute cette génération d'un revers de main. ouais. Je trouve Non, c'est ça. sûr, c'est sûr. Maintenant qu'on a clôturé du coup, nos débriefs des finales, on va passer rapidement, enfin on va passer pas rapidement, mais on va passer au top et flop, de ce tournoi. Toi, Auguste, on va commencer par le tournoi féminin, on alterne entre masculin et féminin. Bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. quoi ton, top du tournoi, féminin? Alors, on va dire que la facilité, ça serait de dire Paolini, parce que personne ne Oui, l'attendait en finale, bien sûr. Mais moi, j'irais surtout sur Mira Andreeva. ta chouchou? Mira Andreeva, qui est une joueuse que j'apprécie énormément, euh, que je voyais dans mon tableau, je crois que je la voyais jusqu'en huitième, mais je la voyais pas contre Noskova. Bon, au final, Noskova a perdu bien plus tôt. Donc, elle est jusqu'en demi-finale. Mais surtout, j'aimerais revenir sur son quart de finale contre Sabalenka. Moi, j'étais au stade à ce moment-là. Et en avant-match, je disais avec qui j'étais que Andreeva, jamais elle passe, qu'elle est encore trop frêle, elle n'a pas la puissance encore pour battre Sabalenka. Et avant le match, elle s'était joué déjà trois fois les deux, et trois fois c'était Sabalenka qui a gagné très facilement. Alors, même si Sabalenka avait une gastro à ce moment-là, enfin, c'est ce qu'elle a dit en conférence de presse, et ça se voyait sur le terrain Ah, qu'elle n'était pas c'est à une fond, gastro. OK. qu'elle avait très mal au ventre et que du coup, elle pouvait pas employer son meilleur tennis. Franchement, que à 17 ans, tu aies cette variété de jeu, que tu puisses varier entre puissance, amorti, slice, avec tes services, de jouer tous les services à différentes puissances, avec toutes les zones, et qu'en fait, à 17 ans, tu sois aussi complet et aussi fort mentalement pour dire, je joue mon premier quart de finale en Grand Chelem, j'ai 17 ans, je pense à numéro 2 mondial, où là, j'ai une opportunité parce que blessée, elle est pas à fond, malade, et je la saisir, et je gagne en 3-7, mais magnifique. Mais si elle est capable de faire ça à 17 ans, mais dans max 3 ans, elle a déjà un ou deux grands chelems et dans le top 3 mondial, vraiment. Et j'attends que ça. Donc, franchement, énorme coup de cœur. Mira Andreeva, franchement, bravo. Et si je peux en caler un deuxième, j'irai quand même sur Gracheva. Parce Ouais, bah, que, d'ailleurs, Mira Andreeva qui aussi a sûrement joué, enfin, faut voir, mais son premier match contre une locale en Grand Chelem avec une bonne ambiance, donc pression, grand court. Même si Gracheva, elle est pas, c'est pas encore la chouchou du public, il y avait quand même une bonne ambiance et mentalement, elle l'a fait, quoi. Elle sauve une
2 balles de 7 dans la première manche, si je dis pas de bêtises. Donc elle l'a fait, quoi. Enfin bon, c'était pour rajouter, mais tu peux parler, ouais, de Ouais, Gracheva et rapido. parce que, avant Roland, Gracheva, elle était vraiment, dans une, période très creuse, très, pas te soit elle prend un first, soit elle passe un tour, elle perd, enfin, il y a Mmh. pas vraiment une dynamique et la voir jusqu'en 8e, que ça soit notre française en 8e de finale, c'est fort, surtout elle se paye quand même une sacrée au 1er Oui, tour. j'ai pas vu le match, Grosse mais perf, oui, oui, grosse perf. Hem et et après, elle a 2 autres matchs entre sur papier faciles avec, Pera et Begu, mais bon, à ce niveau-là vu la dynamique qu'elle avait pré-Roland, c'était des matchs vraiment ouais. 50-50 Après Perra, et pour le coup, ça a été facile, hein, parce que vu que l'autre a pas mis une balle dans le cours, mais voilà, mais et contre, Begu, c'est un match oui, qu'elle aurait pu perdre oui, c'est vrai. et et donc franchement, bravo à elle. 69e mondiale, là, Mmh, après ce bravo tournoi, à elle. elle va sur ses 24 ans. Qu'elle soit notre, tricolore féminine, en 8e. En plus, il y a une vraie connexion qui s'est créée avec le public français. Tant mieux, parce qu'on en a besoin, Ouais. de ce lien, positif avec nos joueurs, nos joueuses. Donc franchement, bravo à Krajceva et Andreeva. Franchement, c'est mes 2 tops du tournoi, pour pas dire Swiatek et Paolini, bien sûr, parce que, bah, Swiatek, évidemment, gros top aussi. Parce qu'avoir la pression de la favorite claire et nette et réussir et de cette manière, heu, Non, non, gros top, bien sûr, mais bon, faut être un minimum, original. ouais. Moi comme top sur le tableau féminin, on aurait pu parler de Danilovic qui quand même sort des qualifs et qui tape un 1/8 de finale. Elle Ouais, aime c'est bien ancien Roland, ça. hein, Danilovic, elle s'en sort plutôt bien. On aurait aussi peut-être pu parler, de Jabeur, même si elle a pas fait un gros tournoi d'un point de vue tennistique. Elle réussit en se battant et avec un tableau plutôt facile à aller en quart. Je pense que Mmh. ça va lui faire du bien. Mais je pense que je vais parler aussi d'une Française, de l'autre Française, de Chloé Paquet, heu, parce que, parce qu'il y avait de l'ambiance pendant ces matchs, son deuxième tour, qui finit au super tie-break, je pense si moi j'y étais pas, mais j'aurais bien aimé être au stade parce que enfin ça devait être, tendu, ça devait être bien. En fait, c'est dans un petit cours, je sais plus lequel, mais il y avait un peu d'ambiance, il y avait un peu d'engouement et bon, Chloé Paquet qui, ré je vais regarder rapido le classement, mais qui, ouais, qui est-ce qu'elle est rentrée dans le top 100? Attends, je sais pas que je dise de bêtises Je crois quand pas, je crois même. Non, qu'elle elle est pas est encore, mais elle se ouais, elle rapproche. est 117, donc elle se rapproche de son objectif, elle qui est encore jamais rentrée dans le Mmh. top 100. Je sais pas si elle va réussir, à enchaîner. Elle a été 101e Ouais. à sa meilleure forme. J'espère qu'elle va réussir à rentrer dans son, bah, dans le top 100. C'est une joueuse qui se bat, c'est une terrienne, c'est pas vraiment une joueuse qui a un coup fort, si ce n'est peut-être, son service. Mais j'ai bien aimé, suivre ses matchs. J'ai trouvé surtout que son deuxième tour, il y avait pas mal de tension dans un match, rocambolesque, avec la pluie, pas la pluie, interruption. C'était assez drôle de suivre, de suivre ce match, même si elle se prend une tôle au 3e tour et elle fait pas le poids contre Vondrousova. Ça a été quand même un beau parcours pour Chloé Paquet. Est-ce que je vais enchaîner sur mon flop? Alors c'est un peu facile parce qu'on tape tout le temps sur Caroline Garcia, mais c'est vrai que son tournoi, voilà, il a été vraiment catastrophique. Elle s'aligne même pas en double, elle dit qu'elle est un peu blessée. Pourquoi pas? Elle a sûrement raison, elle est peut-être un peu blessée, mais elle s'aligne pas en double. OK, mais peut-être aussi ça revient un peu avec ce que c'est un peu facile, ça revient un peu avec enfin, ça contredit un peu ce que tu as dit tout à l'heure en disant que pour toi Swiatek était le top, mais à l'inverse, c'est quand même un tournoi où on a eu très peu de suspense, je trouve, sur le circuit féminin pour connaître la vainqueur, hein, évidemment. Dans le Ah, sens où Sabalenka et Rybakina se sont fait éliminer tôt, quoi. ouais, Et du coup elle a parlé trop vite. et du coup et du coup, on savait, quoi. Franchement, la finale, on l'a regardée, mais on savait, quoi. On savait. Bah, Il y avait pas li vraiment de li suspense, quoi. limite, la vraie finale, c'était Swiatek contre Osaka. Oui, oui. Ah C'était ça, ça c'était la super finale. comme match. Parce que franchement, Swiatek aurait perdu au 2e tour, là, ça a fait un tremblement de terre, Oui, vraiment. oui. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Donc voilà mon flop. Toi, est-ce que tu as un flop, pour ce tournoi, féminin? Bah, j'en ai un peu, parlé,
Et tout à l'heure, il y a Sakhariri, quand même, qui perd au premier tour. C'est une top 6 mondiale. C'est la deuxième année de suite qu'elle perd au premier tour à Roland-Garros. L'année dernière, elle a perdu contre Montreva. Bon, Au contre premier Morova, tour. on pouvait l'excuser. Mais Oui, là, c'est plus dur, là. mais tu restes une top 10 mondiale. À un moment, Mmh. faut, comment dire, faut allier le papier aux actes, quoi. Donc, Oui. à un moment, c'est ça. Sinon, on peut quand même parler en flop de Danielle Collins, parce qu'elle était quand même sur une dynamique de malade depuis Miami. Elle fait finale à Strasbourg, elle gagne Charleston, et après, quand elle perd, c'est plus contre des top joueuses, elle perd contre Sabalenka à Madrid, par exemple. Et à Rome, j'ai un trou. Elle perd aussi loin dans le tournoi à Rome. Mais Oui. j'ai oublié contre qui, contre Sabalenka aussi. Ouais. Donc voilà, elle part pas contre n'importe qui et pas n'importe quel tour. Euh, donc ouais, là, l'avoir perdu contre Danilovic au deuxième tour, un peu Mmh. surprenant. Surtout en 3-7 où elle gagne le premier, où du coup elle aurait pu faire, enfin finir le match. Donc ouais, plutôt Collins, Sakari. Enfin, en fait, les grosses têtes de série qui ne tiennent pas leur rang au final. On peut aussi parler Ouais. de Kim Zeng, on le disait tout à l'heure, qui part au super tie-break contre Avanesian. C'est la même chose. Et après, dans une autre mesure, Potapova, où je sais que c'était contre Fiatek. Je te demandais pas de gagner Ouais. le match, évidemment, Mais mais plus que 10 10 points, quoi. points. Mais 10 points quand même, c'est chaud. 10 10 points, points, c'est c'est chaud. chaud. 10 points, c'est très 10 chaud. points, c'est chaud. Tu raison. Bah, du coup, on va passer par sur le tableau, masculin. Toi, c'est quoi ton allez, on va continuer dans les flops. C'est quoi ton flop dans le tableau masculin? Le premier nom qui me vient direct en tête, c'est Rublev, quand Ouais, moi même. aussi je l'ai. Non, mais c'est Parce que, alors certes, il est tombé contre un Arnaldi chaud prime, bouillant. chaleur et tout, mais tu ne peux pas t'énerver sur chaque point que tu perds. À un moment, tu joues pas contre un 15-5, tu sais que Mmh. tu vas pas marquer tous les points. Donc, à un moment, il faut que tu te contrôles un peu. Surtout que Rublev, il était pas sur enfin, il était sur une dynamique assez spéciale, parce que il avait plusieurs firsts, plusieurs fois hyper tôt. Bon, mais il a quand même gagné Madrid, donc c'est pas rien. Enfin, il avait quand même Quand sur même, sa Masters saison, 1000 quoi, par exemple. Pas voilà, pour rien. il gagne un Master 1000. Enfin, sur la préparation, il gagne quand même un Master 1000 sur Terre, donc c'est pas rien. Et le voir perdre au troisième tour contre faire un Arnaldi flamboyant de fou, mais en fait, c'est plus la manière dont il perd plus que la défaite en soi. En fait, juste le fait qu'il s'énerve tout le temps, qu'il cherche toujours la petite bête qui frappe pour expulser sa frustration. Franchement, pour un joueur top 10 dont on répète que c'est le défaut, franchement, ça m'embête un peu. Et sinon, je suis désolé, je ne vais pas me faire des amis, mais Arthur Fils. Ah bah, ça progresse pas, hein. Faut pas être Arthur Fils depuis qui 1 an, perd ça progresse pas. Faut pas mentir, hein. encore une autre victime d'un Nabdi qui perd au Mmh. premier tour. Mais encore, c'est un peu comme pour Rublev. Moi, de toute façon, dans mon tableau, je voyais Arnaldi passer. Mmh. Mais encore une fois, là, c'est pas la défaite qui me gêne, mais c'est la manière. Je suis assez d'accord sur ce que j'ai vu passer sur les réseaux au moment de sa défaite. Certes, il est jeune, mais tu peux pas lui trouver l'excuse de il est jeune et blâmer des joueurs qui ont son âge ou presque, comme Rune, Sinner, Alcaraz Mmh. ou d'autres, quand ils font une contre-paire. Si tu es un crack, enfin, si tu as dit ce que tu as dit, donc être numéro 1 mondial, euh, gagner un grand chelem, si tu as ces ambitions et que tu te considères ou que on te considère comme un crack, il faut prouver direct. Toutes les plus, enfin, et ça peu importe le sport, tous les plus grandes légendes sportives, elles ont prouvé jeunes, elles ont prouvé à l'âge ou à 6. Donc certes, il est jeune, peut-être qu'il sera numéro 1 mondial et vainqueur en Grand Chelem, et je lui souhaite, c'est un joueur que j'aime bien,
et que je pense que dans les prochaines années, ça sera le porte-drapeau français, évidemment. Mais à un moment, si tu es jeune, il faut prouver. L'année dernière, c'est ton premier grand chelem, donc bien sûr, c'est la découverte, il n'y a aucun problème. Là, cette année, au moins dans la manière, enfin, tu peux perdre au premier tour contre Le jeu qui Arnaldi, t'a il n'y a posé pas des de problèmes, problème. souvent d'ailleurs. Il n'y a aucun problème, mais combat. Si tu peux pas en 3-7, mais que ce soit 3 tie-break. Tu Mmh. peux pas en 5, mais dans un gros combat de 4h30, 5 heures. Ça, il n'y a aucun problème. Si tu combats, là, il n'y a rien. Il n'y a Non, rien non du et tout. puis bon, j'espère que, bah, il a annoncé après cette défaite, un petit remaniement, dans son Ouais. staff, dans son équipe, Sergi, Bruguera, Mm. s'en va et du coup, il ne reste plus que, Sébastien Grosjean qui reste, lui, par contre. Et puis il garde son préparateur physique, Lapo, chez Becherini. Espérons que pour Arthur Fils, ça va redécoller parce que c'était très prometteur l'année dernière et là, c'est vrai que ça fait un peu Bien sûr. pch depuis cette année 2024. J'espère que Wimbledon et au JO, il va nous faire À pas Wimbledon, c'est quand mentir. même dur, pour un jeune joueur de performer là-bas, Bah, mais bon, en soi, avec son jeu donc, qui se base sur une grosse première et un gros coup droit, ça peut le faire. Alors bien ouais, sûr, mais bon, c'est tout dur, va oui, dépendre mais je de trouve, son tableau, mais il y a que des gars comme euh, Alcaraz qui peuvent gagner si facilement ou Sinner, enfin qui ah peuvent non, être mais si facilement forts non, je mais pas demande, gagner, mais si je demande facilement pas à Fils forts sur, d'aller au oui, bout, oui. bien sûr. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais Ça franchement, bon, tout va dépendre de son tableau, mais franchement, Fils, j'espère qu'à Wimbledon, il fait au moins un troisième tour, vraiment. ouais, oui, OK. Moi, rapidement pour mon, flop, j'avais en effet Roublev aussi. J'avais pas pensé à Fils. J'avais Tsitsipas, parce que Tsitsipas, vous pouvez aller voir sur le site, de jeuxblanc.fr. J'avais pronostiqué vainqueur, eh bien je me suis, trompé parce que, bah, plafond de verre, hein, plafond de verre contre Alcaraz énorme quoi. Dès je pense les premiers points, on a vu que ça allait finir vite. Mais j'ai envie un peu de parler de manière générale. J'ai tapé un peu sur un tournoi sans suspense, chez les femmes. Je trouve que les quarts de finale de, chez les hommes, alors que sur le papier, c'était quand même hyper alléchant. Bon, le Djokovic-Ruud, malheureusement, Djoko, après nous avoir fait rêver, il était au bout du rouleau, il pouvait plus. Mais le Zverev de Minor, bon, on aurait pu s'attendre à un combat un peu plus long. Mais surtout, le Alcaraz-Tsitsipas, qui a fait pchit. Et encore plus, je pense, je trouve, le Sinner Dimitrov, qui a fait pchit. Bah, moi, ça m'a un Bah, peu. J'étais un peu triste de cette journée, quoi. Enfin, de ces. Ah, Voilà. moi, je suis pas d'accord avec toi, parce Ok. que pour moi, c'est juste passé ce qui devait se passer, quoi. Oui, C'était juste ah, logique. le Tsitsipas Alcaraz, ou même le Dimitrov Sinner, je me Bah, dis quand même bah, un peu plus de bah, matchs fous, quoi, de matchs, bah, ouais, mais pour moi, si tu passes sur Alcaraz et Dimitrov sur Sinner, aucun des deux n'avait les armes pour les gêner. Enfin, ouais. euh, moi, j'ai pas été vraiment déçu parce qu'en fait, en fait, le seul quart qui m'a déçu, c'est le Zverev contre Duminor. Parce que Mmh. je pensais vraiment que Duminor allait plus l'embêter avec son jeu de limeur et de mobilette et qu'il allait le pousser à la faute. Mais sinon, sur les deux autres qu'on a eu, j'ai pas été, enfin, en fait, je peux pas être déçu parce que c'est ce à Tu quoi attendais je rien, quoi. m'attendais. Oui, oui, non, mais OK. Voilà. Enfin, en fait, non, c'est pas que j'attendais rien, c'est que c'est passé ce que j'attendais. Donc, Ouais, OK. rien. Et après, bah, c'est pas de la faute de Djoko de s'être blessé contre Ah Rude. non, non, C'est évidemment, juste mais pas de chance, quoi. ça fait pchi, quoi. Ça fait voilà, ça C'est ça. toi, ton, top de ce tournoi masculin? Ah, là, en top, j'en ai plusieurs, hein. Bah, on va aller vite fait sur Nadal. Je suis désolé, mais Ah! même s'il perd au premier tour contre Zverev, je suis désolé, mais Nadal, il tombait contre n'importe qui ne s'appelait pas Djokovic, Zverev, Alcaraz, Sinner. Je parie une grosse somme qu'il passe. Je Ouais. pense même contre un Tsitsipas, contre un Rublev ou contre un Ruud, il passe. Parce qu'en fait, il perd juste parce que il tombe contre un joueur, enfin contre un gros joueur qui a toutes les caractéristiques pour le gêner d'entrée. J'aurais bien aimé le voir, je sais pas, là, je reprends la liste, mais j'aurais bien aimé voir un Nadal contre Hanfmann, par exemple, au premier tour, ou contre un Misolic. Voilà, je reprends la liste du premier tour. Je pense que il aurait eu plus de chances. Et je pense que si on a eu Zverev Nadal en huitième, par exemple, ou en quart, c'est pas le même match. C'est pas le même match et Nadal a pu mieux faire. Donc en fait, j'ai juste été très content de voir déjà Nadal, si c'était sur le dernier match,
à Roland Garros. Je suis content de l'avoir vu se battre à fond et de proposer un gros niveau de jeu. Je suis content de le voir quitter par la grande porte contre, contre un joueur qui, même si extra-sportivement n'a pas l'air très appréciable, en tant que juste, sportivement, en tant que joueur, est un grand joueur. Euh, de le voir perdre avec les honneurs, avec un gros niveau de jeu et surtout un niveau de jeu où tu te dis que contre n'importe qui d'autre, ça aurait pu passer et que l'année prochaine ou que pour la suite de la saison, il peut faire un truc. Enfin, Ouais, enfin, franchement, si Nadal va au JO, par exemple, dans un format 2-7 gagnant, il y a moyen qu'il nous fasse ouais, rêver. ce serait Enfin, énorme, ce serait énorme, purée. pour aller au bout, sûrement pas, mais qu'il nous fasse rêver, quoi. Donc, Nadal, c'est mon premier top. Bon, je pense que là, c'est un top en commun, et je pense qu'on va pouvoir en parler tous les deux, mais comment ne pas parler de Corentin Moutet, quand même. Ouais. Le mec nous a fait rêver. Euh, que ce soit au premier tour contre Jarry, ou ensuite contre, Hoffner. au final, c'est le troisième tour, il me semble. Ouais, c'est le troisième Ah tour, ouais? et au deuxième tour, il bat Shevchenko, c'est vrai. Ouais, Shevchenko, oui, c'est vrai. Et même contre Sinner. Moi, pour la petite histoire, au même moment, j'étais sur le Glen pour voir Hurkacz Dimitrov. Et au moment où le Hurkacz Dimitrov se finit, il y a 6-2 Moutet. Donc, on se dit, purée, il va se passer quelque chose de grand ce soir. Et puis au final, non, j'ai pris une tôle. Mais franchement, 5-0, il a mené 5-0. C'est n'importe quoi oui, oui, c'est dans ce ça. Enfin, match. Non, mais c'est fou, quoi. le premier set était lunaire. Et franchement, juste pour sa première semaine où il a ramené tout le public avec lui, il nous a fait vibrer avec sa main de fou, avec ses services cuillères, avec ses amortis, avec ses coups fantasques. Il a vraiment réussi à fédérer tout le public français derrière lui, enfin, en tout cas ceux qui étaient au stade. Et ceux qui ont cru en lui avant qu'il joue sur le Châtrier, mais ça, on en reviendra plus tard, parce que ce cours-là va prendre un petit peu cher. Mais sur le Simon Mathieu ou le Lenglen, c'était incroyable et sans débordement en plus. Enfin, vraiment, toujours une ambiance très patriote, certes, mais jamais pendant les points. Donc bravo à vous les gars pour ceux qui étaient. Et donc voilà, enfin, il nous a fait rêver. On a enfin un Français en deuxième semaine. Ça fait plaisir. Alléluia. Bon, après, il tombe contre Sinner, il n'avait Oui, pas bon, grand-chose il y à peut faire. rien, hein, tu sais, bon, Il voilà. n'avait pas grand-chose à faire. Ça arrive à des gens bien de pas contre Sinner. Déjà, qu'ils prennent un set, c'est déjà fou. Donc voilà. Donc bravo Quentin Moutet Ouais, pour ouais. ton tournoi. C'était 55e mondial, qualifié pour les JO. oui, Donc, oui, bien bah, sûr. depuis une bonne semaine, quoi, finalement. Une bonne Oui, semaine de bien taf. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et attends, j'avais un dernier euh, top, il me semble. Bah si, voilà, merci. Quand même. J'ai parlé de Nadal en premier. Je ne vais pas passer à côté de Djokovic, Ouais, bien sûr, franchement. en énorme top. Euh, Djokovic fait quand même le pire début de saison de sa carrière, ou depuis 15 ans, on va dire, depuis Hmm, 2006, quoi. Je compte pas 2018 parce que 2018, c'est une année très spéciale où il est blessé, où il revient de blessure. Faut qu'il se remette euh, dans le bain dedans, après ouais. quasi un an. Donc, c'est une année un peu à part dans sa carrière. Mais, euh, mais on va dire depuis 2006. Mais comment à 37 ans, avec cette dynamique-là, parce que on rappelle qu'il est quand même allé jusqu'à jouer Genève en 250 pour retrouver de la confiance, et qu'il perd contre Matchak Ouais, en se prenant une tôle quand même. Il se prend ouais, 600, je crois, dans le troisième. Enfin, vraiment, ouais, ouais. et à 87 ans, qu'ils se battent et comme ça, et qu'ils nous sortent les masterclass contre Mouletti au troisième tour et Cerundolo en huitième, c'était fou. Enfin, ça résume le joueur qu'est Novak Djokovic totalement. Et pour ceux qui nous suivent sur Twitter, j'espère que vous vous en rappelez, mais quand il y a 2-7-1 Cerundolo contre Djokovic, je tweet est-ce qu'on peut skip jusqu'au break dans le cinquième set? Parce que c'était sûr. Ce match-là avec Djokovic, on l'a déjà vu
300 fois Ouais, mais à et chaque fois, franchement, je suis pas un grand fan du jeu de Novak Djokovic, mais à chaque fois, c'est un bonheur de voir ça. Tu te dis: «Il va pas et encore le faire, cette ahuri» et et bah si, si, tu fais: et bah «Bah OK». si. Pour les C'est footeux, fou, hein? c'est comme avec le Real Madrid, c'est Ouais, la même ouais. chose. Ouais, c'est vrai, c'est Il vrai. il il peut être mené, il peut être, bousculé, il peut avoir 10 000 occasions contre lui, à la fin, il s'en sort toujours et il a Mmh. fallu qu'il se blesse au genou Dommage, hein? Parce que j'aurais bien aimé voir, hein? avec une volée plongeon, je pense que c'est le point du, tournoi, Ouais, quand même. Volée plongeon où il fait, l'avion sur la fin avec le grand écart. Hem, c'est fou, enfin juste, respect, légende hein? et respect et je pense que s'il pouvait jouer, je pense qu'il aurait battu Rude quand même. Bon après en Ouais, demi je sais contre pas, et je sais et pas, mais bon. franchement, j'aurais bien aimé voir une demi Xerez-Djoko, juste pour voir où il en était Ouais, et côté Xerez, voir, mentalement s'il a été capable de battre Djoko en 3-7, enfin dans un format, 3-5-7, ouais, hem, à ce stade-là de la compétition. Donc Djokovic qui est forfait pour Wimbledon parce que sa rééducation, enfin, il sera pas remis à temps. Il espère revenir pour les JO et on l'espère aussi tous pour le ouais. spectacle. Mais merci, bravo monsieur Djokovic. Donc voilà, Ouais. je pourrais en dire d'autres, mais je vais pas dire non plus Non, bah, tout déjà, le tournoi. tu me les as tous volés, mais il m'en reste un quand même, parce que comme toi, Moutet, Djoko, Vas-y, m'a tu fait peux, rêver. rajouter bien sûr, hein. Non, Tu mais ouais, peux mais j'ai adoré le tournoi de Zizou Berks. Déjà parce qu'il s'appelle Zizou. oui, bah oui, quand Il même, s'appelle oui, bien Zizou, sûr. quand même. Eh Bon, il est oui, belge, Zizou mais il en s'appelle France. Zizou, c'est quand même fou. Il s'appelle Zizou. Et en fait, je suis allé voir son match en qualif, son premier tour de qualif contre Clément Chidec. Il met une tôle à Clément Chidec, 6-1, 6-1. Et je me dis quand même, bon, il joue bien, il est grand, il frappe fort, il a l'air pas trop faire de fautes. Et il sort des qualifs en battant au dernier tour des qualifs un autre Français, Mathias Bourges. Et puis il nous fait un sacré match aussi. Bon, il va juste du coup jusqu'au troisième tour de Roland Garros, donc il passe 5 tours et il joue 6 matchs à Roland et il perd contre Dimitrov et il a posé pas mal de problèmes à Grigor Dimitrov. J'ai bien aimé aussi son cri de guerre à la fin de son match avec Bien sûr. Le COP belge. Je trouvais ça vraiment sympa. Moi, un joueur très moderne, hein, sans non plus, c'est pas un magicien du tennis, mais c'est un bon joueur qui a une bonne bouille, qui est sympa, qui s'appelle Zizou, purée, c'est quand même fou. Oui. Et puis voilà, qui est 76 mondial maintenant. Là, je viens de voir qu'il a enchaîné à Saint-Oger-Bosch sur herbe, même s'il a perdu le deuxième tour au qualif, il a été repêché. Et du coup, il va jouer contre, est-ce qu'on se souvient de ce joueur, Tim van Richthofen, Oui. en 16e de finale sur herbe, là. Donc bon, il enchaîne. Ce petit Zizou Berks, et puis bah, j'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Voilà, j'ai bien Ah aimé bah, son tournoi. je te rejoins, complètement. Mm. Alors même si enfin, pour ceux qui suivent vraiment le tennis, pendant toute la saison, ça fait quand même plusieurs saisons qu'on le connaît et qu'on le voit jouer, mais pas Ouais, à ce niveau-là. Enfin, on oui, rappelle, quand même qu'il a poussé vraiment, Nadal au bout, à Rome, il me semble. ouais. Il fait un gros match contre Nadal Au troisième set, hyper. et donc non, non, Bergs, très bon, tournoi, très bonne, pépite, pour les années à venir, bien sûr. 25 ans, quand même. Mais bon, je pense qu'il peut s'installer longtemps dans le top 100. Je pense que ça peut se faire. Voilà Mmh. pour les tops et les flops du tournoi. On a tout fait, d'après ce que je vois, ouais. On va du coup maintenant parler euh, de ce qui s'est passé, je dirais, en tribune, en coulisses. D'abord avec l'éternelle question de est-ce on n'est pas un peu trop chaud en France? C'est toujours, franchement, qu'on soit à Bercy, qu'on soit à Roland-Garros, c'est à peu près toujours les débats. Et je pense qu'il y a aussi un peu de vrai quand tu sais comme l'a déclaré Goffin, qui s'est fait cracher dessus, que ça a été très chaud à son encontre. Je pense qu'il y a eu des
gros débordements. Je sais aussi qu'il y a des proches qui étaient là pour voir Moutet-Jarry et qui n'ont pas vraiment apprécié l'ambiance dans le sens où il y avait quelque chose de très, très, voire ultra patriotique et ça a pu en gêner certains, surtout quand on siffle le COP chilien quand ils se regroupent. Enfin, il y a eu des histoires là. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ces polémiques sur le... Ah, en fait, moi, ma position dessus, c'est tant que c'est pas enfin, tant que les encouragements, que les cris sont pas pendant les points et que si tu supportes un joueur français et qui finalement il perd, tu ne chies pas à la gueule Oui, c'est de vrai que c'est nul l'adversaire, ça. Ouais. moi ça va. Enfin, en gros, que ce soit l'affaire avec Goffin ou l'année dernière sur le Fritz, Rinderknecht, Rinderknecht, où ouais. le Fritz peut même pas parler après, Putain, on parce n'a que pas c'est mis du foot. Rinderknecht en flop, quand même. Le gars, c'est... oh, purée, je viens d'y penser. Ah oui, j'avoue. Il se blesse Pardon. Oui. alors qu'il gagne le match. Enfin, alors qu'il mène dans le match. Ouais. Une blessure Mais bon, bref. digne des quatrièmes séries, quoi, au Ouais, tennis. Non, mais voilà. franchement. Enfin bon. Et, et donc, tant que c'est pas ça, enfin, en gros, enfin, moi, les encouragements, les sur-encouragements, vraiment les ambiances de malade, je suis pour à 100%. Et faut arrêter avec le double discours de on veut de l'ambiance, mais quand il y en a, on gueule, ou on veut des ambiances de coupe Davis à la vraie formule, hein, pas celle qu'on a maintenant, Mhm. la vraie formule, mais quand il dit non, on gueule. C'est pas possible. Donc, en fait, moi, tant que ça reste respectueux, que c'est pas pendant les points et que ça gueule que entre les points et pendant les changements de côté, j'ai aucun problème. Tu peux faire autant de bruit que tu veux. Par contre, il y a une seule règle fondamentale à respecter, c'est que si tu encourages, si tu charries, si tu trash talk un adversaire, sûrement d'un Français, si ce dernier gagne et te charrie en retour, tu acceptes. C'est Ouais, je la suis base. d'accord avec ça. Je suis très d'accord avec C'est ça. juste C'est la le jeu, base. hein. C'est le C'est principe, le hein. jeu. Si tu Et charries, faut accepter de se faire charrier. Sinon, tu ne ouais, charries pas. C'est juste ça. non, t'as C'est juste, raison. il n'y a qu'une règle, il faut juste respecter ça. Et que ça soit le chute de Fritz l'année dernière, la célébration de Goffin cette année, c'est la même chose et ils ont eu raison de le faire. Et les quelques euh, supporters français qui ont hué, ils n'avaient pas à le faire et ça, c'est honteux. Parce que, par exemple, je me souviens, on va encore parler de Rinderknecht, encore, mais quand il y a 2 ans, il me semble, il bat un Australien à Popierine, Melbourne, ouais. Ouais, voilà, il bat en 5-7, qui fait chute aux Australiens et qui le charrie, et ben là, on était content. Mais faut que ça soit dans les deux sens et que mm, quand un Français perd dans un match serré et que l'autre s'élève, c'est tout à fait normal. Et ouais. ils ont Ouais. raison de le faire. Et dans l'ambiance et tout, on peut quand même souligner les qualifs où il y a eu beaucoup d'ambiance. La tribune bleue, je trouve qu'elle a fait un, un Bien sûr, très sacré, bon un taf. sacré taf. C'était vraiment bien. Je sais pas s'ils ont vraiment, j'ai pas trop suivi après les qualifs, s'ils ont pu, enfin, comment ça s'est débrouillé. Et moi, j'étais pour le match de qualif entre Kyrian Jacquet et un joueur tunisien, Aziz, comment il s'appelle? Je ne sais plus, mais en tout cas, je disais par exemple que pour le Moutet, euh, comment il s'appelle? Jarry. Il y avait eu des sifflets de la part du public. Je pense pas que c'était la tribune bleue, c'était vraiment pas la tribune bleue, on m'a dit. Mais il y a eu des sifflets quand le COP chilien a commencé à supporter son joueur, ce que je trouve stupide, hein, fait partie de l'ambiance quand même. Il y avait un COP tunisien pendant le match entre Kyrian Jacquet et comment il s'appelle et Mohamed Aziz Dougaz. Et il y a eu une espèce de communion entre les deux COP. Les deux COP se sont applaudis. Donc c'était vraiment une bonne ambiance mise par la tribune bleue et du coup ce COP tunisien. Et comme quoi, en fait, c'est possible de mettre des grosses ambiances tout en se respectant mutuellement, en respectant l'adversaire. La tribune bleue avait applaudi Mohamed Aziz Dougas quand il avait gagné contre Kyrian Jacquet. Donc comme quoi, c'est possible en fait, c'est pas irréalisable. Voilà, on va du coup maintenant
Maintenant qu'on a parlé un peu des pouilleux sur les courses annexes, on va parler un peu des richoux enfin des richoux, pas forcément d'ailleurs, mais des gars qui viennent pas en loge alors qu'ils ont, alors qu'ils ont des places. C'était particulièrement visible. Bah toi, tu y étais d'ailleurs, Ouais, pas en loge, mais tu étais dans le stade pour pas, le pas la VRF. première année. Comment? Pas la première année Oui, où ah oui, on voit ça. oui, oui. Et toi, tu y étais, Auguste, si je me dis pas de bêtises, pour la Ouais. deuxième demi-finale pour Zverev Rude, et c'était pas rempli en bas. Est-ce que tu peux nous Ah, expliquer un peu ce que tu as en vu fait, et le problème, c'est que dans l'angle de la caméra, on hmm, voit que la présidentielle, les loges et les catégories 1 hmm, dans le point. Et effectivement, là, c'était très vide. Il y avait pas grand monde. Alors qu'on parle d'une demi-finale de Grand Chelem, quand même. Demi-finale de Grand Chelem. Et c'était très vide à ce moment-là. Sûrement que le champagne et le caviar doivent être très bons en loge et dans les restos, je n'en doute pas. Mais quand même, enfin, il n'y a aucun autre grand chelem où pour une demi-finale, c'est vide. Et en plus, une demi-finale messieurs, parce que oui, malheureusement, on sait que les matchs féminins attirent moins la attire foule. moins. Oui, Mais là, pour une demi-finale messieurs de Grand Chelem, c'était vide. Et en fait, c'était pas si vide que ça, mais ça, on le voit pas à la télé, c'est que toutes les catégories 2 et 3, donc en haut, étaient remplies, étaient blindées, mais ça, on le voit pas à la télé. Mais en bas, c'était vide. Et c'était pas vide que pendant le moment où j'y étais. Et la demi-finale, hein, c'était vide sur toute enfin, sauf sur hmm, la finale, c'était vide tout le temps euh, ou en tout cas très clairsemé. Et ça, c'est un vrai problème pour l'image du tennis en France. C'est un vrai problème que pour un grand chelem, ça n'attire pas. Alors que, enfin, pour moi, les solutions pour remplir ces sièges sont très simples, vraiment. vas-y, je t'écoute. Amélie Mauresmo, elle t'écoute aussi. Même si elle a dit à l'équipe qu'elle avait des solutions. Moi, tu penses pas, oui, mais elle avait des solutions, mais qu'elle voulait pas encore les dévoiler. Toi, c'est quoi tes idées? Bah, déjà, pour les présidentielles, euh, si les hauts dirigeants de la Fédé sont en train de parler de business ou préfèrent manger et boire que voir les matchs, bah, tu invites des présidents, parce que c'est quand même la tribune présidentielle. Et je pense que en France, il y a plein de présidents de clubs dans des villages, dans des campagnes qui rêveraient d'être à ces places-là. Donc, tu peux faire plusieurs invitations et on manque pas de club en France. Donc, Ouais, et donc, au moins pour les premiers tours ou pour les matchs qui n'attirent pas vraiment le grand public, tu peux les offrir à ces places-là. Mais bien sûr, pour un Sinner contre Alcaraz, là, tu laisses les gens de la Fédé, c'est pas de problème. Et pour les loges, moi, c'est une solution assez radicale, mais qui marcherait, je pense, et qui forcerait ceux qui ont des places en loge à venir. C'est que ceux qui ont des places en loge, qui souvent sont invités par leurs entreprises, ils ont 3 quarts d'heure pour venir s'asseoir. Si sur les 3 premiers quarts d'heure du match, la place est restée vide, c'est une place qui est libre, gratuite pour une personne qui est dans le stade. Point. ah, dans Voilà. le stade, pour que cette personne descende. Parce qu'on a vu il y Ah, a un an ou soit 2 ans, descendre, enfin, ouais, soit descendre, ou soit libérer une place pour des gens qui sont dans l'enceinte de Roland-Garros, ouais, mais qui n'ont pas une place pour le central, et qui puissent venir. Et au moins, ça ouais. fait un ou plusieurs heureux, et Est-ce au que- moins, à la caméra, tu vois des tribunes pleines. Parce qu'on sait qu'il y a un an ou 2 ans, il y avait une formule qui était plutôt intéressante d'ailleurs, c'est ceux qui avaient des billets annexes pouvaient aller en loge si la place n'était pas occupée pendant. Enfin, Bien ça sûr. dépendait, c'était un peu aléatoire, mais grosso modo, dans les matchs où. Je sais que mon père, par exemple, a pu se mettre, mais genre vraiment le plus bas possible pour aller voir Paris contre. Diane Paris contre. Purée, j'ai oublié son nom. Krejcikova. Et là, il a pu aller sur le Châtrier alors qu'il a des places Oui, annexes. voilà. Mais C'est une sauf solution que aussi. Amélie Mauresmo, enfin l'article de l'équipe disait qu'en fait les gens des places annexes qui avaient réussi à rentrer dans le Châtrier, une fois que ceux du Châtrier, enfin ceux qui avaient leur billet pour le Châtrier arrivaient, les gars des annexes qui étaient assis dans le Châtrier voulaient plus bouger et ça avait pu entraîner quelques conflits. Du coup, ils ont arrêté cette pratique, cette pratique. Mais je suis assez d'accord avec ta deuxième
tes 2 propositions, d'ailleurs, parce qu'il faut, je pense, qu'on soit assez lucide là-dessus, en tant qu'observateur du tennis français, que les loges, elles resteront, même si peut-être le meilleur moyen, ce serait de les enlever. Je vois pas un monde où elles disparaissent, en fait, les loges. Enfin, c'est pas possible, en fait, hein. On a toujours connu ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait des décisions dans ce sens-là de disparition des loges. Mais tes 2 propositions Ah non, sont je en pense effet pas. Je ne oui, pense oui, pas. bah, je suis assez d'accord avec toi. Et ces 2 propositions sont donc, me vont bien. On peut aussi noter que quand même, Amélie Mauresmo, quand elle a été élue, un de ses arguments pour être élue, c'est, «Je veux que les loges soient remplies» et cetera et cetera. Force est de constater que pour Que non. l'instant, ça marche pas vraiment, hein. Ouais. Je pense qu'elle a fait Non, plein de choses bien, Amélie Mauresmo, vraiment. bien sûr. Elle a fait plein de choses bien, mais il y a quelques points, comme tout, dirigeant, où tu peux quand même la questionner, où elle peut se faire mieux, où elle peut vraiment, vraiment, faire mieux. Heu, voilà, on aurait pu parler, de l'absence de femmes dans les night sessions, Bien sûr. aussi, dans son bilan un peu contrasté, mais heu mais aussi, enfin, bon, pour mettre un peu de crédit à Amélie Mauresmo, le fait que, par exemple, quand tu as un billet en cours, annexe, tu peux aller, dans les, gradins du haut au cours Simone Mathieu, je trouve que c'est une vraie bonne idée. Pendant les qualifs, qu'il y ait un match sur Suzanne Lenglen, c'est une vraie bonne idée. Que sur le Philippe Chatrier, il y a les entraînements de grandes stars pendant les qualifs, c'est aussi une purée de bonne idée. Moi, j'ai eu la chance quand même d'aller voir Nadal contre Korda, en qualif, c'est quand même un bonheur, hein, on va pas se mentir. Bien sûr. Donc voilà, aussi c'est ça aussi, Évidemment. faut que ce soit un peu global, quand on regarde son bilan. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Auguste, je sais pas si tu as un dernier mot, à rajouter, mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on est bien là. Oui, là, sur ce Roland, on a largement fait le tour. Là, juste en breaking news, là, au moment où on enregistre, il y a Nadal qui a annoncé sa participation pour le tournoi d'Hambourg, là, Ouais, qui j'ai est eu deux peur. semaines avant les JO pour se préparer. J'ai eu peur, ça m'a fait peur. Et donc, bon, ça veut bien dire que normalement, il jouera pas sur gazon. Et apparemment, il essayerait de convaincre Carlos Alcaraz de jouer en double aussi à Hambourg, vraisemblablement pour se préparer aussi pour les JO. Et c'est OK. vrai que la paire Nadal-Alcaraz sont abattus. Ouais, En plus, après avec c'est un du double, hein, droitier, c'est un peu un autre sport. Enfin, mais bon, mais en plus, avec un droitier et un gaucher, ouais, bonne ouais, chance. c'est Parce vrai. que là, même si c'est du double, niveau aura, on est pas mal. Tu joues Ouais, les c'est deux sûr. sur terre, Ouais, c'est bonne vrai. chance. C'est vrai, c'est vrai. Et ils sont pas mauvais à la volée en plus, les 2, hein. Oui, bah, Donc c'est bon. super. Donc bon. OK. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller voir, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram et sur jeblanc.fr. Salut Auguste! Salut Sam.